Alain, propos d'un Normand. Il est bon de fixer son imagination sur les accidents. Il est utile que chacun se représente autant qu'il peut une locomotive qui prend un train en écharpe. Songez à l'écrasement et à l'anéantissement. Songez au réveil dans un lit d'hôpital. Songez que toute votre prudence est inutile dans un cas comme celui-là. Essayez enfin de vous donner à vous-même un petit commencement de peur. Ce n'est pas aussi facile qu'on le croirait. Communément, le récit d'une catastrophe provoque surtout une vive curiosité, c'est-à-dire une espèce de mouvement de luxe qui, dans le fond, est joie, et qui exclut la peur. Et puis, on n'éprouve pas la peur au commandement, ni par des raisons. Par exemple, s'il y a 200 victimes, vous êtes plus vivement touché. S'il n'y a qu'une victime, vous lisez vite. Vous ne relisez pas. Vous n'y pensez plus. Si une compagnie tuait ses voyageurs un par un, et si les cadavres étaient dispersés sur le réseau, peut-être serait-elle citée comme un modèle. Il faut aussi quelque canal par où l'émotion vous arrive. Si c'est votre concierge qui est seulement blessé, et même légèrement, vous serez plus touché que par 20 cadavres d'inconnus. Si vous connaissez le lieu de la catastrophe, ou bien si vous y passez ensuite et si vous voyez encore quelques débris, ou bien si vous connaissez des gens qui se servent à l'ordinaire de ce train-là, l'émotion trouvera sa route jusqu'à votre cœur. Dans ce dernier cas, il arrive que vous lisez avec un peu d'anxiété les noms des victimes, et s'il y a quelque nom qui ressemble à celui que vous craignez d'y trouver, ce petit commencement de peur vous intéressera à la chose, vous ramènera au souci de votre propre sécurité, et enfin à des pensées raisonnables. Car c'est ainsi que notre machine est faite. Elle ne fait attention que si elle est d'abord émue et réveillée. Il y a une bifurcation sur cette même ligne, entre Soissons et Reims, qui réveille mon attention quand j'y passe, par cette rencontre qu'un ami de mes amis, et que j'ai vu une fois, y fut mis presque en morceaux il y a une dizaine d'années. Mais l'attention que je porte par prédilection aux choses de la voie ferrée depuis mon premier âge me rend plus sensible aux possibilités. Je passe donc à cet embranchement comme sous une guillotine toute montée. Et récemment, comme je venais de franchir le point dangereux, je vis justement sur l'autre voie le couperet tout luisant au soleil. C'était un train riche qui se laissait glisser à petite vitesse. Le signal avait été vu, un coup de frein pouvait l'arrêter, oui, mais les freins peuvent manquer, et il ne faut pas une vitesse folle pour écraser les wagons et les gens, comme ce dernier accident le fait bien voir. Il arrive aussi que les signaux n'obéissent point. On dira cela qu'en cet endroit et à cette heure, où deux trains risquent de s'entrecouper, tous deux ralentissent toujours et même sans signaux. Mais ne peut-on, par la pluie ou par le brouillard, se tromper sur la distance et sur les lieux? Cela s'est vu. Voilà donc un accident préparé par l'horaire même. Un croisement avec pont ou seulement un changement d'horaire seraient des remèdes plus sûrs que tous les signaux et règlements. L'on peut dire, avec bien plus de raison, que cette entrée de la gare du Nord est comme une guillotine en permanence, dans laquelle nous passons la tête. Et cette belle excuse, qu'une aiguille n'a pas fonctionné, me paraît tout à fait ridicule. 14 décembre 1911.